Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce tout premier épisode de ce nouveau podcast intitulé « Qui ça ?» Un podcast, oui, encore un autre, où il va être question d'histoire. Et avant que l'un de vous ne s'exclame « Oh mon Dieu, qui est cet imposteur? Où est Charles Beauchesne? Pourquoi encore un fucking balado d'histoire? » et « Fuck, j'ai-tu barré mes portes avant de partir? Calmez-vous. » Oui, c'est vrai qu'il y a autant de podcasts historiques sur Internet que des plans louches pour Julien Lacroix de revenir dans le showbiz. Wow, on est sûr qu'on la regrettera pas celle-là? Ceci étant dit, je vous propose aujourd'hui un podcast qui portera sur un personnage historique ayant marqué plus spécifiquement la belle province du Québec. Comprenez bien que j'ai pas vraiment la prétention d'être un historien. Le but de l'émission est de faire découvrir des personnages de notre histoire que vous pourriez ne pas connaître ou juste avoir entendu parler. J'entrerai pas dans chaque petit détail de l'histoire pour satisfaire les fantasmes malsains des mordus d'histoire, et ce pour des raisons évidentes. Quelle raison évidente, me direz-vous? Eh bien, sachez que les fanatiques d'histoire sont des gens épeurants, ok? Ne l'oubliez jamais. Bref, cessons de tergiverser. Quel esti de mot pareil. L'épisode d'aujourd'hui portera sur Adam Dollard des Ormeaux. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Dollard des Ormeaux, avant d'être une ville dortoir assez plate, c'est avant tout un personnage historique plutôt important à l'époque de la Nouvelle-France. Ce qui est compliqué avec l'histoire d'Adam Dollard des Ormeaux, c'est qu'on n'a pas autant de documents écrits sur sa vie que l'on souhaiterait. D'un bord, il y a des historiens qui le dépeignent comme un héros en se basant sur la version officielle, et d'autres qui sont convaincus que l'histoire de Dollard des Ormeaux est stagée et qu'il n'était rien d'autre qu'un salaud de renégat. Dans le pire des cas, je vais juste vous conter son histoire, puis vous formerez bien votre opinion par vous-même. Mais avant tout, permettez-moi de vous mettre en contexte. Entre 1650 et 1660, la Nouvelle-France va comme qui dirait un peu mollo. C'est plus précisément dans la colonie de Ville-Marie, aujourd'hui Montréal, que le feu commence à pogner dans marde. Il est important de mentionner qu'à cette époque, la Nouvelle-France compte à peine 3000 habitants. Ville-Marie, pour sa part, n'a été fondée que 18 ans auparavant et ne compte même pas 400 habitants. Le problème, c'est que Ville-Marie subit les attaques incessantes des Haudenosaunee. Ouais, ça, les Haudenosaunee, c'est le regroupement du peuple autochtone d'Amérique du Nord que vous avez sûrement appris à l'école comme les 5 Nations ou encore les Iroquois. Pour garder ça simple et parce que je suis pas tout à fait certain de bien prononcer le mot Haudenosaunee, nous allons utiliser le terme Iroquois pour le reste de l'émission. Bref, les Iroquois trippent pas tant sur le fait que les colons français soient installés ici. Ouais, Ville-Marie est comme située au carrefour des routes fluviales que les Iroquois utilisent pour chasser le castor. Si vous avez été un minimum attentif à vos cours d'histoire au secondaire, vous n'êtes pas sans savoir que la fourrure de castor, c'était genre ben à la mode en Europe à cette époque. Quasiment toutes les différentes colonies européennes étaient là pour chasser le castor ou bien en faire le commerce avec les Autochtones. Sauf que chacun ne font pas nécessairement du commerce avec n'importe qui. Les Iroquois font affaire avec les Hollandais et les Anglais, puis la Nouvelle-France est plutôt alliée avec les Hurons et les Algonquins. Le détail croustillant dans tout ça, c'est que les Iroquois sont aussi ennemis des Hurons et des Algonquins. Bon, je schématise à sa plus simple expression pour ne pas trop dévier du sujet principal, mais gardez en tête que ça brasse pas mal de notre côté de la clôture. Ouais, puis Dollard, c'est quand qu'il arrive dans tout ça? Eh bien justement, Dollard arrive en 1658 en Nouvelle-France. On ne sait à peu près rien de son histoire avant d'arriver dans la colonie. Certaines pistes nous laissent croire que Dollard avait eu quelques commandements dans les armées de France, mais c'est pas mal tout. On n'a pas d'infos sur la raison pourquoi Dollard des Ormeaux est parti en Nouvelle-France, ni de ses réels motifs dans la colonie. Comptait-il s'y installer? Était-il là à titre de militaire ou encore pour s'enrichir? On sait en revanche qu'il a été très bien accueilli à Ville-Marie. Paul Chemédé de Maisonneuve, gouverneur de Ville-Marie à ce moment-là, octroya à Dollard une terre d'environ 30 arpents. Ouais, c'est sûr que d'une même 30 arpents, ça veut pas dire grand-chose vu que c'est des vieuses unités de mesure que peu de nous utilisent encore, mais pour vous donner une idée de superficie, 30 arpents, c'est assez gros pour y installer un beau gros mini-pot. L'affaire, c'est que Dollard, ça lui tente pas vraiment de défricher des terres puis faire de l'agriculture. Non, lui, il pense plus à l'aventure et la gloire. Fait qu'il retourne voir le gouverneur Maisonneuve et lui dit quelque chose du style
Ah ouais donc, Chris, y a-tu moyen d'avoir du fun ici? Bon, ok, il a pas réellement dit ça dans ces mots-là, mais en même temps, qu'est-ce qui nous prouve que non? Maisonneuve va sûrement lui répondre à une affaire comme Ok, correct. Et va décider de nommer Dollard comme commandant de la garnison de Ville-Marie vers 1660. Audacieux de notre petit Dollard des Ormeaux, parce que je vous le rappelle, la colonie est super fragile. Les guérillas iroquoises nuisent toujours à la traite des fourrures, les colons vivent littéralement à crédit en Nouvelle-France, les marchands commencent à envisager de plier bagages, et la cerise sur le sundae, une rumeur inquiétante selon laquelle les Iroquois s'apprêteraient à anéantir la colonie française une bonne fois pour toutes, commence à se propager. Selon certains auteurs, la rumeur viendrait d'un Iroquois, prisonnier des Hurons-Wendat, un allié des Français by the way, qui aurait avoué qu'une invasion de la Nouvelle-France était planifiée depuis l'automne 1659. Pour vous donner une idée de comment le plan d'invasion était big, l'attaque devait commencer à Montréal, puis à Trois-Rivières, pour finalement se terminer par la destruction de Québec. Oupelaï. Naturellement que cette révélation n'est pas passée dans l'oreille d'un sourd parce qu'il faut, comme, crissement faire de quoi. En printemps 1660, Dollard va alors proposer au gouverneur Maisonneuve de mener une expédition au Lonceau en passant par la rivière des Outaouais. Le but de la mission était de faire ce qu'on appelle la Petite Guerre aux Iroquois. L'objectif est de libérer le passage pour permettre aux canaux de traite alliés de pouvoir se rendre à Ville-Marie pour y relancer son économie, mais aussi de tout bonnement embusquer les chasseurs iroquois revenant de la chasse d'hiver, leur sacrer une volée, prendre leur fourrure et les ramener à Ville-Marie. Dollard des Ormeaux va réussir à recruter 16 jeunes hommes pour prendre part à l'expédition. Un certain monsieur Jean Aubuchon, possiblement un marchand j'imagine, va octroyer un prêt à Dollard pour payer les vivres, les munitions et tout ce qui est nécessaire à l'expédition. Avant de partir, nos 17 compagnons font leur testament, vont se confesser et communier dans la petite chapelle de l'Hôtel-Dieu. On raconte qu'ils auraient formulé ensemble ce fameux serment qui dit « Je jure de combattre jusqu'à la mort et de ne jamais reculer devant l'ennemi. » Bon, peut-être qu'en entendant ça, notre cher monsieur Aubuchon commençait à se demander qui allait payer la facture au retour, si retour il y avait. Les 17 jeunes Français seront également rejoints, une fois au Lonceau, par 4 Algonquins Anishinabés et une quarantaine de Hurons-Wendat, dont un certain Étienne Anaota, un chef guerrier huron reconnu par ses pairs pour ses nombreux exploits, dont celle d'avoir accompagné son peuple fuyant la Huronie face aux envahisseurs iroquois. Tout ce beau petit monde va quitter Ville-Marie le 19 avril, mais à peine parti que les embûches commencent. À la hauteur de l'île Saint-Paul, l'actuelle île des Sœurs, ils aperçoivent une quinzaine d'Iroquois ayant fait prisonniers 3 Français. L'opération de sauvetage va pas bien se dérouler. Ça va starter par des échanges de coups de feu, 2 des prisonniers français vont tenter de s'enfuir puis vont juste simplement se noyer, et le 3e va être tué. Ouais, ça part mal. Dollard et sa gang vont d'ailleurs ramener la dépouille du 3e Français à Ville-Marie pour les obsèques avant de repartir 3 jours plus tard, soit le 22 avril. Le 2e départ ne va pas nécessairement mieux se dérouler. Les 17 colons ne sont pas de très bons pagayeurs. Pas très bons pagayeurs dans le sens où ils vont rester pognés 8 jours dans la glace comme une belle gang de colons. Ils vont évidemment réussir à se dépogner pour enfin s'engager sur la rivière des Outaouais. Ils vont arriver au Lonceau le 1er mai, à environ 60 km de Montréal. Une fois au Lonceau et rejoints par leurs alliés Hurons et Algonquins, toute la bande va commencer à s'installer dans un fort abandonné que les Anishinabés avaient construit à l'automne précédent. Le fort est en piteux état, mais il est stratégiquement bien situé pour tendre embuscade aux chasseurs iroquois. Alors, Dollard et ses hommes s'empressent de renforcer la palissade. Le lendemain, 2 canaux d'éclaireurs iroquois sont aperçus. Dollard tente alors de les embusquer, mais les éclaireurs prennent la fuite aussitôt. Le jour suivant, c'est entre 200 et 300 guerriers iroquois de la tribu Onontagué qui, alertés par les éclaireurs de la veille, débouchent sur la rivière. En voyant ça, Dollard et ses hommes s'enferment immédiatement dans le fort. Une fusillade éclate de part et d'autre, mais c'est après quelques salves que tout s'arrête. Un capitaine iroquois s'avance sans armes vers le fort et demande à savoir qui sont les gens dans le fort et que viennent-ils faire. Après s'être fait bullshiter comme quoi ils étaient plus de 100 hommes à l'intérieur du fort, le capitaine va proposer une trêve. Les Français vont accepter à la condition que les Iroquois se retirent de l'autre côté de la rivière.
Les Iroquois vont s'en crisser ben raide et commencer à élever des palissades juste à côté du fort, tandis que Dollard et ses troupes vont s'empresser de continuer à se fortifier le plus possible. À ce moment-ci, ça fait même pas 2 semaines que l'expédition est commencée et rappelez-vous que le projet à la base, c'est d'embusquer des petits groupes de chasseurs pour leur voler leur fourrure. Il s'avère que la rumeur d'invasion de la colonie était finalement bien vraie. Les Iroquois s'étaient rassemblés au retour de la chasse car ces derniers devaient rejoindre 500 autres guerriers dans les îles du Richelieu pour déclencher l'attaque de la colonie française. Sans le savoir, Dollard des Ormeaux et ses hommes venaient de se mettre en plein milieu du chemin d'un convoi de l'armée d'invasion. L'assaut reprit de plus belle, mais les Iroquois furent accueillis durement par le feu ennemi, qui les força même à reculer. Quelques Hurons décident alors de sauter hors de la palissade, se dirigent sur le capitaine iroquois mort sur le champ de bataille pour, imaginez-vous donc, lui trancher la tête et l'ériger au bout d'une pique sur la palissade. Sans grande surprise, ça va mettre les Iroquois en crise, vu que c'est un move un peu en dessous de la ceinture, mais surtout au niveau du cou. Donc ils vont tenter l'offensive une deuxième fois en attaquant le fort cette fois-ci par l'arrière, mais sans succès. Les guerriers iroquois vont se retrancher derrière le palissade et envoyer un petit groupe en canot direction des îles Richelieu pour demander l'aide des 500 guerriers iroquois des tribus Mohawk et Oneyu. Ça ne va malheureusement pas donner grand répit à Dollard et ses hommes, car les Iroquois retranchés derrière leur palissade vont constamment surveiller le fort et faire feu chaque fois que quelqu'un tente d'en sortir. Ils étaient à présent piégés à l'intérieur du fort. Le froid, l'insomnie et le manque d'eau commençaient à affaiblir sérieusement les troupes. Après quelques jours, les munitions commençaient à manquer à force de répondre aux salves constantes des Iroquois retranchés. Et c'est à ce moment que les 500 guerriers iroquois venus des îles Richelieu débarquèrent au Lonceau. Inutile de vous dire qu'à ce stade, Dollard et sa gang n'ont pas vraiment d'espoir face à l'issue du combat. Anaota, le chef huron de tantôt, proposa à Dollard d'envoyer un de ses hommes, un Iroquois rallié désormais aux Hurons, pour tenter de négocier. La proposition d'Anaota fut acceptée et on y envoya l'émissaire vers le camp adverse. D'autre part, des Hurons alliés au camp des Iroquois se rendit vers le camp de Dollard, supplier aux autres Hurons alliés aux Français de rendre les armes en leur assurant qu'ils seraient bien accueillis au camp des Iroquois. On raconte qu'entre 25 et 30 des Hurons alliés à Dollard des Ormeaux vont franchir la barricade et passer dans l'autre camp. Les troupes iroquoises vont d'ailleurs se rapprocher du fort de Dollard en espérant que tout le reste des hommes déposeraient les armes. Les Français vont pas du tout truster ce move-là et vont ouvrir le feu, au grand désarroi de notre cher Étienne Anaota. En rompant la trêve avant même d'avoir pu négocier avec leur ennemi, les Français commettaient une erreur fatale. C'est maintenant environ 700 guerriers iroquois qui s'élancent sur le fort. Les Iroquois avaient également adopté une meilleure stratégie pour éviter la grêle de plomb des Français. En effet, on raconte que les guerriers iroquois s'étaient confectionnés des mantelets, des genres de planches mobiles qui font office de boucliers, avec des bûches collées côte à côte. Les mantelets vont permettre aux Iroquois de s'avancer tranquillement vers la palissade, se glisser sous le feu ennemi et tenter d'ouvrir une brèche. En voyant ça, les Français vont démonter 2 canons de fusil, les remplir de poudre à canon et y installer une mèche pour s'en servir comme une grenade improvisée. Malgré le fait de patenter une grenade avec son propre gun sonne extrêmement cool, ça n'aura pas vraiment le résultat escompté. Dans la même ordre d'idée, les Français vont essayer quelque chose de similaire avec un baril de poudre. Et là, je m'arrête 30 secondes. Pour ceux qui connaissent Dollard des Ormeaux, vous avez sans doute vu des images ou des statues de lui avec un baril de poudre à la main. Ouais, ce baril-là est comme bien utilisé pour donner un côté héroïque ou même épique à l'histoire de Dollard des Ormeaux, mais la réalité des faits est un petit peu plus décevante. Dollard a bel et bien allumé une mèche et tenté de garrocher sur les Iroquois un fucking baril de poudre à canon, mais notez bien que j'ai utilisé le terme « tenter ». On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on présume que lorsque Dollard aurait lancé le baril, ce dernier se serait heurté soit sur une branche ou le haut de la palissade pour finalement lui revenir en pleine face, explosant ainsi à l'intérieur du fort et le tuant sur le coup. Ah oui, et by the way, après ça, le reste de la troupe va se faire massacrer par les Iroquois.
terminant ainsi l'histoire de Dollard à mi-chemin entre l'héroïsme et la stupidité. Fin! Bon. Plusieurs d'entre vous doivent sûrement se demander comment se fait-il que l'histoire de Dollard des Ormeaux a un aussi grand impact encore aujourd'hui compte tenu de sa fin. Eh bien, croyez-le ou non, mais malgré la défaite, les troupes de Dollard vont avoir occasionné assez de pertes chez les Iroquois pour que ces derniers se décident de reporter leur plan d'invasion à plus tard. L'idée est de se dire que si une soixantaine de dudes piégés dans un fort pouvaient tenir tête à des centaines de guerriers iroquois, comment allait être le combat une fois rendu à Ville-Marie ou aux portes de Québec? Ce répit permettra aux habitants de Ville-Marie de faire les récoltes et éviter de mourir de faim pendant l'hiver. Les Iroquois vont éventuellement reprendre les attaques, mais on dit que la mort accidentelle de leur chef va finalement les décourager. Sans le savoir, Dollard des Ormeaux aura peut-être sauvé la colonie de Ville-Marie et peut-être même la Nouvelle-France au grand complet. L'Église va s'approprier l'histoire de Dollard pour l'ériger en héros, et c'est donc pour ça qu'il est difficile, encore aujourd'hui, de séparer la réalité du mythe. Mais bon, quoi que vous en pensiez, Dollard des Ormeaux reste un personnage important de notre histoire. Maintenant, lorsque quelqu'un vous mentionnera le nom d'Adam Dollard des Ormeaux, vous pourrez répondre autre chose que... Qui ça? Mon nom est Carl-Anthony Thibault, je vous remercie d'avoir été avec moi, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, je sais pas quand, à un moment donné, on aura un autre épisode. Ok, bye!